La discipline des légionnaires est cruciale, car si l'Empire n'est pas en guerre, les garnisons des frontières doivent régulièrement neutraliser les raids des peuples insoumis qui menacent les colonies romaines. Les expéditions punitives menées par la garnison de Vindolanda ont laissé des traces. Trudy Buck est anthropologue. Elle enquête depuis quelques années sur des restes humains découverts le long des remparts. On a trouvé un crâne humain. Ce crâne a dû être exposé sur un pieu sur le bord de l'enceinte. Il y en a un autre qui vient du fossé nord. Donc, on en avait un de chaque côté. Il semble clair que ce sont des trophées d'ennemis tués au combat et qu'ils ont été exposés le long des fortifications qui entourent le fort. En plus des crânes, un humérus a également été retrouvé dans le fossé défensif du fort. Cet os est particulièrement intéressant par sa taille. C'est l'un des os du bras les plus grands que j'ai vus. On voit aussi que sa partie longue est brillante et lisse. On obtient ce type de patine sur les os qui sont beaucoup manipulés. C'est sans doute un trophée, ramené d'une bataille par quelqu'un qui était fier d'avoir vaincu un ennemi aussi grand et musclé. Toute cette patine brillante qu'on a dessus suggère que quelqu'un l'a sans doute beaucoup exhibée, en racontant autour du feu l'histoire de son combat victorieux contre le champion ennemi. Les crânes originaux étant très fragiles, c'est sur des répliques 3D que Trudy étudie les marques de blessures. Tranchant d'épée sur la face droite, enfoncement crânien du côté gauche, perforation de glaive au sommet de la tête, ce guerrier breton a vendu cher sa peau avant de succomber. Ce sont les traces d'une lutte très violente, un combat meurtrier au corps à corps. Et les indices qu'on a pu recueillir à partir du crâne expliquent peut-être pourquoi cet individu s'est battu de cette façon. On a réussi à extraire de l'ADN et des isotopes de ses dents. L'ADN nous dit qu'un de ses parents était italien. Les isotopes permettent de savoir où il a grandi. On sait donc qu'il a passé son enfance au nord du mur d'Adrien, et c'est probablement là que sa mère vivait. Cet homme serait-il le fruit d'un viol d'une femme locale par un soldat romain? Est-ce pour cette raison qu'il s'est battu aussi dur, qu'il a été aussi difficile à tuer? Peut-être ne se battait-il pas seulement pour son peuple, mais aussi pour l'honneur de sa mère. Les ossements des guerriers bretons, les traces de blessures qu'ils portent, l'exposition macabre de leurs trophées montrent l'extrême violence qui marquait parfois la vie des garnisons. Même à Lugdunum, cité de l'intérieur de l'Empire, à l'abri des barbares, la violence émerge aussi des fouilles.
Là, on est face à un crâne qu'on a découvert sur la fouille, dans un des espaces du complexe militaire qu'on a dégagé, que nous, on identifie un crâne de légionnaire. Et ce crâne est particulièrement intéressant puisque, en fait, sa composition nous permet de supposer que ce crâne a été décapité, mais aussi exposé à un moment donné dans le complexe militaire, dans une mise en scène un peu macabre, mais qui est assez classique dans l'Antiquité. Quelles circonstances ont provoqué la mort violente de ce légionnaire de la garnison lyonnaise? La couche de sol dans laquelle a été découverte ce crâne fait coïncider cette exécution avec un événement dramatique. Par moment, il arrive que certaines découvertes nous renseignent sur des événements plus ponctuels. Alors ça semble être le cas ici, puisqu'il y a un grand événement qui a eu lieu à Lyon, le 19 février 197, c'est la bataille de Lugdunum, qui est une très célèbre bataille dans l'histoire de Rome, puisqu'elle a vu le dénouement de 4 années de guerre civile. Elle oppose 2 armées romaines. Expedite. Intente pro appellatio. Si les légionnaires sont avant tout des combattants dévoués à la cause de Rome, ils peuvent se trouver impliqués dans des luttes fratricides et prendre parti dans les crises qui secouent parfois l'Empire. Titus Curius Linus. Atsum. Gaius Marcius Salmorius. Atsum. Marcus Coelius Victor. Atsum. On nous avait dit, lorsque nous avons quitté le sol natal, que nous partions défendre les droits sacrés que nous confèrent tant de citoyens. Nous n'avons pas hésité à verser l'impôt du sang, à sacrifier notre jeunesse, nos espoirs. Mais alors qu'ici cet état d'esprit nous anime, on me dit que dans Rome se succèdent cabales et complots, que fleurit la trahison. Rassure-moi au plus vite, et dis-moi que nos concitoyens nous comprennent, nous protègent comme nous protégeons nous-mêmes la grandeur de l'Empire. S'il devait en être autrement, si nous devions laisser en vain nos os blanchis sur le sol, alors que l'on prenne garde à la colère des légions. En l'an 197, Claudius Albinus, à la tête des légions de Bretagne, traverse la Manche et s'installe à Lyon. C'est là que Septime Sévère, devenu empereur légitime par les armes, vient combattre son rival avec les légions du Danube et du Rhin. Qu'il soit jeune engagé ou soldat plus expérimenté, le légionnaire qui a fait vœu de défendre et protéger l'Empire n'imaginait sans doute pas un jour devoir livrer combat à des frères d'armes. La garnison qui stationnait à Lyon, qui est la cohorte urbaine, a pris part à cet affrontement du côté d'Albinus. C'est Septime Sévère qui l'a emporté. Septime Sévère a non seulement vaincu Claudius Albinus, mais ses troupes ont ensuite pillé Lyon. La cohorte urbaine de Lyon, qui avait rallié Albinus, a sans doute résisté avec acharnement dans des combats qui se sont déroulés autour de la garnison et sur le site lui-même. Ces pointes de flèche, elles proviennent en fait de la dernière phase d'occupation du camp, de l'abandon du camp, de sa destruction et de sa prise sans doute à l'issue de la bataille de Lyon au moment du saccage de la ville. Ces pointes de flèche, donc ici entières, elles sont également sur certains fragments cassées, comme celle qu'on a juste ici avec la pointe qui est complètement cassée, les barbelures qui sont tordues. On est vraiment ici sur des éléments qui sont caractéristiques d'un champ de bataille et on les a retrouvés par terre dans le camp, montrant bien que ce camp a été pris de manière violente à l'issue de la bataille de Lyon. Les rivalités de pouvoir qui déchirent parfois les provinces romaines illustrent la difficulté à garder l'unité d'un empire aussi vaste, composé de peuples aux origines si diverses. Investi d'un pouvoir divin, l'empereur incarne l'unité de l'empire. Son effigie figure sur les enseignes arborées par les légions. Elles sont des symboles d'appartenance et de fidélité qui fédèrent les légionnaires.
Les rituels partagés sont des moments importants pour solliciter la protection divine. La guerre est une affaire sérieuse qui met leur vie en jeu et elle ne peut être accomplie correctement qu'avec l'accord des dieux. Jupiter Optimus Maximus. Jupiter, qui gouverne la terre et le ciel, et Mars, le dieu de la guerre, sont les divinités officielles souvent invoquées. La vie religieuse des soldats romains est marquée par des cérémonies publiques, officielles, qui réunissent tout ou partie de l'unité sous le commandement des officiers supérieurs ou subalternes qui accomplissent les rituels au nom de la communauté militaire. Donc il s'agit de moments importants puisque l'ensemble de l'unité est regroupé. En dehors des cérémonies publiques, les légionnaires ont une pratique spirituelle plus intime et personnelle que révèlent les découvertes archéologiques. Sur le site de fouilles de Lyon, les archéologues ont mis au jour une structure qui les intrigue. Cette base maçonnée, elle est un peu énigmatique. Elle est enduite de mortiers hydrauliques tout autour. Bon, elle est bien sûr érodée sur la partie supérieure. Et le seul élément qui pourrait peut-être nous aider un petit peu dans son interprétation, c'est qu'on a découvert autour des lampes à huile miniatures de ce type-là. Et elles servent un petit peu dans ces rites de dépôt. Alors, au lieu de donner une vraie lampe à huile, on préfère déposer ces objets qui sont des facsimilés. Ça pourrait être véritablement là, ces petits hôtels qu'on retrouve au carrefour des rues, dans lesquels on pratique ces rites de dépôt à des divinités. Les soldats prient la déesse ou le dieu qu'ils ont choisi pour veiller sur leur destin. La croyance en la déesse Fortuna est très importante pour les légionnaires. On s'en doute bien qu'au moment de la bataille et du combat, là, il vaut mieux avoir la chance de son côté et la déesse de la fortune de son côté. Et donc c'est assez caractéristique de retrouver en fait ces petites statuettes de divinités qui étaient déplacées par les légionnaires de garnison en garnison et ils rendaient un culte quotidien avec un petit dépôt d'encens, un peu de vin, un petit peu de nourriture pour honorer le contrat passé entre la déesse et le personnage à qui elle appartient. Une autre divinité est particulièrement chère aux soldats romains, Mithra. Le temple de Brocolitia, près du mur d'Adrien, non loin de Vindolanda, lui est dédié. Dieu du lever du soleil, de la victoire de la lumière sur les ténèbres, de la vie sur la mort, Mithra est aussi le protecteur du troupeau, de ceux qui défendent leur territoire, et donc des soldats. La statue du dieu le représente coiffé d'une couronne, dont les ornements sont percés pour laisser passer les rayons de lumière. Si Mithra protège le légionnaire, s'il survit au combat et aux maladies, il pourra prendre sa retraite à la fin des 25 ans de service. Caius Marcius Salmoius, Cai Filius, Orati, Awakentoyo. Optime miles. Optime. Gratias, Bona fortuna tibi. gratias Cantoyo. Awakentoyo. Salut. Les découvertes récentes contribuent à démythifier le soldat romain et l'armée romaine. Nous avons une vision qui est
sans doute éloignée de la réalité, une vision qui a été formée à partir de l'époque moderne par le cinéma ou les séries télé, que les soldats sont extrêmement disciplinés, qu'ils forment une machine de guerre. Il faut justement sortir de cette idée de machine de guerre. Les soldats sont des humains et ils ressentent des émotions. Ils ont peur parfois au combat. Ils n'exécutent pas toujours parfaitement les ordres. Et ils ont aussi, dans leur vie extra-militaire, des relations avec des civils. Ils ont des familles, ils ont des préoccupations matérielles, personnelles. Ils sont à la fois soldats, mais aussi pères de famille. Une vie dans l'armée, une vie hors de l'armée, une vie qui n'est pas celle d'automate, mais bien une vie d'être humain.